Bonsoir à tout le monde. Madame Rose Massin. Oui. Monsieur Khalid Charki. Madame Ruot. Présente. Monsieur Siganik. Présent. Madame Bouti. Présente. Monsieur Romain Mida. Présent. Madame Benamou est excusée. Monsieur Descochot a donné pouvoir à Monsieur Mida. Madame Van Overbeck a donné pouvoir à Monsieur David. Monsieur David, vous serez secrétaire de séance, Monsieur David. Depuis le temps que vous n'avez pas été secrétaire de séance. Monsieur Cosme. Madame Bouquet. Monsieur Pikevitch. Monsieur Massin donné pouvoir à Monsieur Charki. Madame Caro. Madame Driss. Monsieur Lounis. Madame Lobjoie. Madame Benamou Nejma. Madame Sissoko. Monsieur Blancano. Monsieur Wizy s'est excusé. Madame Ruet s'est excusée. Madame Boutrou et Monsieur Zemrac. Bien, attends, je termine une dernière excusée. Bien. Premier point à l'ordre du jour, c'est d'ailleurs l'essentiel de ce conseil municipal de rentrée, ce qu'on appelle le DOB, qui doit être tenu dans les semaines précédant le vote du budget. Le contexte économique et social qui vous a été adressé par la direction générale revient sur une année marquée par un recul de l'inflation, pesant moins que les années précédentes sur les budgets des collectivités. Cependant, concernant la reprise économique, elle sera toujours en berne cette année. En 2025, les Français devraient bénéficier d'une légère amélioration de leur pouvoir d'achat. Néanmoins, le marché du travail ralentit, le taux de chômage repart à la hausse. Pour résumer, hormis le taux d'inflation, les voyants sont loin d'être au vert. L'incertitude politique continue de planer sur les investissements des entreprises avec des conséquences sur le taux d'emploi, la consommation des ménages et in fine la croissance. Sans compter le contexte géopolitique incertain, tant sur le plan national avec ce deuxième mandat catastrophique de M. Macron, qu'international avec le retour de Trump à la Maison-Blanche. Concernant notre commune, et afin de passer rapidement au débat, je vous propose un résumé du rapport budgétaire 2025. Vous l'aurez remarqué, alors que les dépenses de fonctionnement peinent toujours à être stabilisées dans de nombreuses collectivités, nos efforts durant l'année 2024 ont eu un effet immédiat. Notre budget 2025, qui prévoit par grande prudence une hausse des dépenses incompressibles, indique par ailleurs une baisse des frais de personnel, grâce au travail de maîtrise réalisé particulièrement l'année dernière, en concertation bien évidemment avec les agents. Il est notable que cette année, nos services ont minutieusement poursuivi le travail de réduction des dépenses de fonctionnement, tout en veillant au maintien du haut niveau de service que nous proposons aux Villarceaux. Pour moins subir le coût des charges à caractère général, de nombreuses actions de rationalisation des dépenses et des mesures de sobriété sont d'ores et déjà engagées et se poursuivront cette année. Au regard de la conjoncture économique, d'une loi de finances accouchée sur le tard, un exemple, on a appris voici quelques jours que la cotisation de retraite des agents des collectivités territoriales, la CNRACL, augmentait de 4 points. Le décret est du 31 janvier et avec effet au 1er janvier. Comme quoi en France, la loi peut être rétroactive dans certains cas. Cette augmentation, gardez-la en tête, ça sera encore pareil en 2026, en 2027 et en 2028. Je le dis aussi, vous vous en doutez bien, on n'a toujours pas, à la date d'aujourd'hui, par exemple, le montant des dotations de l'État, on le recevra vers le 15 mars, une fois que le budget sera arrêté. Bien. Donc je disais, après cette loi de finances accouchée sur le tard et des possibles nouvelles surprises qu'elle nous apportera, nous sommes plus que prévoyants concernant l'évolution de nos inscriptions budgétaires. Le travail est constant
pour dégager de nouvelles marges de manœuvre. Je le répète, nous devons chaque année arbitrer sur le maintien ou non de certains services, le remplacement ou non d'un départ, tout en essayant de répondre aux besoins de la population. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas la mission la plus réjouissante pour un élu. Côté investissement, afin de maintenir un programme ambitieux à que les recettes baissent et sans avoir recours à l'emprunt, des arbitrages ont à nouveau dû être réalisés en priorisant certains travaux, en lissant notre programme d'équipement sur plusieurs années. Grâce à la rigueur toujours plus minutieuse dans le suivi de l'exercice budgétaire, notamment sur le fonctionnement, nous redégageons cette année un autofinancement satisfaisant. Même si nous conditionnons de plus en plus nos investissements à l'octroi de subventions et que nous espérons bien être soutenus cette année par nos partenaires, cette santé financière retrouvée nous permet de consacrer 2,5 millions à de grands chantiers de voirie et d'espaces publics, tels que le réaménagement du quartier de Belvisé suite aux travaux de Oise-Habitat, du lotissement de la Renardière à la Cavée d'Ernard, et la réfection de voirie des lotissements des Coteaux et la reconstruction du pont de la Moulinière. Moi, je suis fier d'annoncer ces 2 derniers dossiers. On n'arrête pas de voir des reportages à la télévision ou sur les médias nationaux sur les retards pris dans l'entretien des voiries en France, que ce soit des voiries nationales, départementales ou communales. Nous allons quasiment terminer notre programme de remise à niveau des voiries. Il ne nous reste plus que la saveuse. Mais nous avons revu tout ce programme sur plusieurs années. Je vois que vous êtes content, M. Charqui. Toujours ce sens de l'intérêt collectif, je vous remercie. Et d'un autre côté, effectivement, le pont, effectivement, dit la Moulinière, n'est pas dans un état catastrophique, bien évidemment, et dans un état moyen. Donc là aussi, nous le remettons en état avant d'être obligés de le barrer dans les années suivantes pour de nombreuses années, car on sait quand on ferme un pont, on ne sait jamais quand on va le réouvrir. Je reconnais qu'effectivement, remettre en état un pont, ce n'est pas au niveau électoral ou électoraliste le dossier qui vous amène le plus de photos et de rumeurs à couper. Mais nous sommes là pour l'intérêt public et non pas toujours pour penser à sa réélection. Sans l'oublier par contre. Sans entrer dans le détail, vous voyez par exemple que 200 000 euros sont à nouveau affectés à la finalisation de nos programmes de mise en accessibilité, n'est-ce pas, Madame Ruot? Nous avons quasiment terminé ce programme qui est un programme triennal. 195 000 euros sont consacrés aux travaux d'entretien des écoles pour toujours veiller au confort quotidien des enfants et enseignement villageois. Là aussi, nous avons dans l'école, je tourne vers Mme Massin, je crois, remis dans un état très satisfaisant nos bâtiments scolaires. Ce n'est pas le cas dans toutes les communes. Autre chantier d'importance cette année, par la diminution des charges que sont les fluides, 200 000 euros seront dédiés aux travaux de raccordement des bâtiments communaux au chauffage urbain. Cette année, c'est le quartier Bellevue qui passera en éclairage LED pour un montant de 70 000 euros. Je pense d'ailleurs qu'il faudra pour le budget 2026 mettre un coup d'accélérateur sur ce passage en éclairage LED. J'ai demandé au service de faire un chiffrage sur l'ensemble de la commune. Et le même montant est inscrit pour la finalisation des études énergétiques du groupe scolaire Jean Moulin. Si la suppression annoncée du fonds vert par M. Barnier, nous a poussé à reporter les travaux d'isolation thermique des écoles et que nous apprenons aujourd'hui que M. Bayrou l'aurait réintroduit, nos demandes de subventions courent toujours. Et vous voyez que malgré ce manque total de visibilité, le chemin de la résilience communale poursuit son cours. Notre engagement en faveur de la lecture publique continue. Nous sommes fiers de la nouvelle dynamique impulsée par l'équipe de notre bibliothèque avec une fréquentation en hausse de plus de 400% en 2024. Sa transformation en véritable médiathèque se concrétise et 50 000 euros sont prévus en 2025, dont un investissement pluriannuel que nous avons lancé l'année dernière. 100 000 euros seront bien sûr toujours dédiés au budget participatif pour sa 5e édition, preuve que la démocratie locale reste chère aux villageois. Ces dernières années de mandat vont enfin nous permettre de dessiner le village de demain et même de l'après-demain, j'oserais dire, avec la révision du plan local d'urbanisme pour répondre aux enjeux de notre temps et anticiper ceux à venir. Le groupe de travail plus devrait se réunir dans les toutes prochaines semaines. Je fixe une date avec le cabinet chargé de nous aider. Je vous disais l'année dernière que pour maintenir notre situation saine et garder un niveau d'investissement ambitieux à l'avenir,
L'enjeu était dans les prochaines années de dégager à nouveau un autofinancement conséquent dont nous disposions jusqu'ici. Ça a été chose faite en un an. Je ne doute pas que cette nouvelle trajectoire financière se poursuivra tant à la prudence guide chacun de nos pas. C'est pourquoi je suis très fier ce soir de vous présenter nos orientations pour le budget 2025 de notre collectivité. Vu le contexte et ses contraintes, l'exercice d'équilibrisme pour élaborer ce budget est réussi, le tout sans augmentation des taux des impôts locaux. Après ce tour d'horizon des orientations budgétaires 2025, je vous propose sans plus attendre de passer au débat. Qui souhaite prendre la parole? Ah, juste, j'avais quasiment levé la séance. Allez-y, Madame Boutou. Comme vous l'avez dit, parmi tous les documents dont on discute et qui sont à présenter, il y a donc un certain nombre d'éléments financiers tant au niveau international, européen qu'au niveau national et local. Alors, c'est vrai que quand on se penche à la lecture de tous ces éléments, je dirais qu'à la limite, il faut être un peu économiste pour pouvoir en dégager une véritable analyse. Cependant, quand on regarde ces éléments-là, et notamment les éléments financiers, on ne voit absolument pas l'avis réel de la population, puisqu'on voit toujours le dessus d'un point de vue économique, mais c'est comme si le question économique se suffisait à elle-même. Et donc on ne voit jamais, il n'y a aucune information sur les difficultés vécues au quotidien, que ce soit sur les salaires, les retraites, la santé, la protection sociale, l'éducation et les services publics, alors que quand on regarde les sondages autour de soi et qu'on écoute un peu la population, ce sont véritablement des questions primordiales pour elle. Et le fait que ce soit des difficultés pour la population, ça a forcément rejaillit sur le local, et puisqu'après, il y a un certain nombre de besoins qu'au niveau des municipalités, il est nécessaire de combler. Alors, sur le territoire national, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, il y avait eu une précédente proposition de ponction colossale de 5 à 10 milliards d'euros. Et en fin de compte, le gouvernement se comporte comme si les premières victimes d'une coupe austéritaire en étaient les premiers responsables. Et il a fallu la colère des élus au niveau national lors de le Congrès pour qu'enfin il soit mieux entendu et qu'il y ait une révision à la baisse de ce qui était prévu. Alors les municipalités, au contraire, par leur investissement, créent de l'activité pour les entreprises, tout type d'entreprises, bâtiments, transition écologique, les artisans, quelles que soient les entreprises, y compris jusqu'aux entreprises et associations culturelles et sportives. Et donc, ça produit aussi de l'emploi, ce qui est important. Après, au niveau de l'ensemble des collectivités par rapport aux impôts payés par les sociétés. Les collectivités ont l'obligation de présenter un budget de fonctionnement à l'équilibre et donc c'est une obligation pour nous et ça se voit automatiquement dans les graphiques et les tableaux qui sont proposés dans le document et on assiste à une quasi-stabilité des enveloppes, ce qui conduit à une stabilité des dépenses ou une réorientation des dépenses à l'intérieur des budgets. Alors cependant, il y a quelques remarques et peut-être des points d'appui pour des moyens financiers supplémentaires. Et je pense que vous l'avez dit tout à l'heure par rapport au fonds vert, puisque effectivement dans la dernière période ça a été réactivé. Il y a un autre élément qui est indiqué dans les propositions de l'État, c'est une dotation forfaitaire en 2025, une majoration de 0,5% par habitant de la DGF, par logement ayant fait l'opération d'une requalification de copropriété dégradée. Alors, j'avais discuté dernièrement avec l'association de syndics de copropriété des Pré-Roseaux, et là, il parlait effectivement d'une rénovation et notamment des économies d'énergie
par une isolation extérieure. Donc je ne sais pas si ça peut rentrer dans le cas qui nous préoccupe, et notamment par rapport à la DGF. Je pense qu'il est intéressant de regarder de ce côté-là. Ensuite, toujours sur le document que vous nous avez présenté, il est question des emplois et notamment une anticipation d'une baisse de 60 kg qui repose principalement sur des départs non remplacés, des mutualisations de tâches et des suppressions de postes réalisées en 2024. Alors, dans le rapport d'orientation budgétaire, doit figurer un certain nombre d'informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses du personnel, bon ça nous l'avons, notamment de la rémunération, et à la durée effective du travail de l'exercice en cours. Donc ce qui nous intéresse dans ce cadre-là, vous pensez bien que par rapport aux emplois, nous sommes effectivement défenseurs des services publics pour l'ensemble de la population. Et donc la question qui se pose, c'est combien d'emplois supprimés, quelle mutualisation, quel renouvellement, ou par exemple peut-être y a-t-il des départs de personnes qui balayent les trottoirs et le remplacement par des nouveaux moyens qui à la fois protègent les salariés et rendent les emplois plus accessible. Donc voilà, donc c'est un certain nombre de questions sur ce que vous avez indiqué. Ensuite, le document indique un réajustement des subventions des associations au regard des besoins exprimés par les bénéficiaires. Et donc, le document indique qu'il y a 2450 € de réajustement. Parce que dans ce montant-là, ce que nous avons regardé lors de la commission des subventions, en définitive, il y a une seule association qui bénéficie d'une augmentation d'un budget de 3 000 €. Sinon, c'est quasiment le même montant que l'année dernière. Et donc, nous, on a discuté un peu entre nous et on avait proposé aussi lors de cette demande, de cette commission, c'est peut-être de revoir le calcul des subventions, mais uniquement pour les associations sportives et culturelles, pas pour d'autres associations, puisque si on regarde le Secours populaire, les Restaurants du Cœur, le Secours catholique, ou bien d'autres de ce type-là, ou la ferme Mancheron, ce n'est pas directement des associations avec des adhérents, des licenciés, de façon à ce qu'on soit un peu plus équitable dans les subventions que le verse au niveau des associations et peut-être pour permettre le développement de toutes les associations. Alors, ce qu'on a pu aussi remarquer, c'est que depuis plusieurs années maintenant, les associations n'ont pas été augmentées. Alors, bon, c'est vrai qu'on est dans un budget contraint. En même temps, vous savez que au niveau national, il y a beaucoup d'associations qui vont perdre une partie de leurs subventions. Alors, ce n'est pas forcément le cas à Villers-Saint-Paul, notamment pour des petites associations culturelles, peut-être mis à part la faïencerie. Mais nous, on pense qu'il faudrait revoir les questions de calcul sur un certain nombre de critères. Et puis par rapport à la faïencerie bénéficie de 20 000 € depuis plusieurs années maintenant. Alors, augmenter, pourquoi pas, enfin, encore faut-il avoir un retour sur le rapport pour qu'on puisse vérifier, évidemment, les propositions que l'on peut faire. Ensuite, concernant les dépenses d'investissement, alors évidemment, on a bien remarqué qu'il y avait des travaux de réaménagement de la Renardière. Et puis... J'attends pour répondre sur l'ensemble ou je réponds sur le fonctionnement, puis on voit l'investissement après. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne vais pas vous couper la parole, bien sûr, mais... On peut. Bon, ouais, je vais vous répondre rapidement, tenter de vous répondre avec l'aide des élus qui est mon tour. Sur les subventions aux associations, moi, je suis heureux qu'elles ne baissent pas, car là aussi... D'après ce que je peux voir dans beaucoup de collectivités, la tendance est plutôt à la baisse. Vous dites qu'elles vont se trouver dans des situations compliquées. Ce n'est pas la faute de la commune de Villers-Saint-Paul, et je pense d'aucune commune. C'est tout simplement une disparition inquiétante de tous les emplois aidés. Là aussi, on a un jeu de yo-yo depuis quelques années avec l'État. Je te les mets, je te les remets plus, je te les remets. Pardon de parler comme cela. Alors je parle d'emploi.
On a, par exemple, nos médiateurs qui sont effectivement, pour 3 d'entre eux, sous forme de contrats aidés. Vous comprenez leur inquiétude, mais là, on dépend au niveau communal de décisions qui nous tombent dessus, sans aucune concertation. Du temps, j'avais quelques fonctions au niveau des clubs sportifs de l'Oise à Beauvais. Je voyais bien que suivant les politiques menées sur les emplois aidés ou les aides aux entraîneurs, beaucoup d'associations se trouvaient en situation très compliquée. Par une décision politique, là aussi, irréfléchie. Personnellement, je trouve un peu surprenant qu'on s'attaque pour l'essentiel aux associations sportives, alors qu'on a dit France, qui accueille de manière merveilleuse les Jeux Olympiques, France, nation sportive, pardon de parler vulgairement, ça me semble du pipeau. Hein. En annonçant tout ça, on baisse, de manière drastique parfois, les sommes consacrées à le développement du sport en France. Et il est vrai aussi qu'il faudra certainement financer des canons à neige pour les Jeux Olympiques d'hiver qui vont se passer dans notre pays dans quelques années. Pour les économies d'énergie, je pense que vous avez fait un petit lapsus, ou alors ça serait un manque de connaissance du territoire communal qui m'étonnerait de votre part. Vous m'avez parlé des travaux qui m'ont fait au pré Roseau. Non, pré Roseau d'ailleurs n'est pas une copropriété. Vous voulez parler de la copropriété des prés Sarrazin, je pense. Oui, c'est ça. Bien. Bon, alors là, bien évidemment, c'est une copropriété. Il y a un dossier qui est mis avec la SODIA actuellement en place. Mais comme toute copropriété, les travaux subventionnables vont être soumis à l'assemblée de copropriété. Espérons que ça ne sera pas comme il y a quelques années, qu'un vote défavorable de la copropriété fasse perdre à cette copropriété la subvention que j'avais réussi à obtenir, qui était très importante, car les propriétaires ont refusé de participer sur la part qu'il leur restait. Le problème de ces copropriétés, c'est que nous avons de plus en plus de propriétaires non occupants. Si je suis propriétaire, je parle en général, j'achète un bien je pèse aussi mes mots, qui ne coûte pas très cher par rapport à l'immobilier dans d'autres communes. J'ai un retour sur investissement très rapide là-bas, car les loyers, vous le savez comme moi, pour un petit F3, c'est au minimum 600 €. Donc le propriétaire, quand on lui propose de financer des travaux de réhabilitation, et comme ce sont eux qui votent en assemblée syndicale, je crains fort, il semblerait, car il m'arrive aussi de rencontrer les habitants en même temps, que peut-être, il y aura peut-être la majorité pour accepter, on va dire, cette réhabilitation avec une participation de chaque propriétaire. Attendons la suite, hein. Je pense que la réunion aura lieu très très rapidement. La maîtrise de la commune là-dessus est... J'ai rencontré, moi, effectivement, cette association. Je me suis même invité une fois, alors je n'étais pas invité. Comme je suis le maire, ils ne m'ont pas fiché la porte. Car vous savez, il y avait toujours cette volonté de la commune de racheter des espaces verts et de trouver que c'était peut-être bien que la collectivité fasse comme dans d'autres cités, le terme n'est pas péjoratif dans ma bouche, se charge de l'entretien des espaces verts. Il y a un bruit qui court, et non seulement un bruit, j'ai vu un rapport écrit de leur avocat. Il ne faut pas toujours suivre aux avocats. Parfois, ils coûtent cher et vous donnent de mauvais conseils. Disant, attention, n'acceptez pas. La commune va ensuite vous bâtir, vous construire sur vos espaces verts, je ne sais quoi, quelle tour, quel monument. Jamais quiconque n'a évoqué ce souci. Et on me l'avait signalé des ans, et là j'ai vu un rapport écrit de l'avocat, et c'est bien écrit. L'avocat de la copropriété leur conseillait de répondre défavorablement à cette demande de la commune. J'avoue que vous voulez que je fasse contre ça. À pas leur dire, attendez, on reprend les espaces, ça ne coûtera rien à la collectivité, mais je ne crois pas que je fasse, moi. Il y a un avocat qui leur dit, ne croyez pas le maire, ne croyez pas la commune. Et il paye un avocat pour entendre cette réponse, que j'y fasse. Attendons que la copropriété nous fasse la demande, car je leur ai dit, moi, on ne peut pas voter une reprise des espaces extérieurs si je n'ai pas effectivement une demande officielle de la copropriété. Je l'attends depuis des années.
Vous êtes surprise de ma réponse ou... Ah non, Ah non, non, d'accord. non, Ah, non, voilà. non. Je vous dis la Non, non, vérité. Je vous dis la vérité. Non, mais je voilà. ne suis pas surprise de votre réponse. C'est une information que moi j'ai eue parce que, et comme vous, je rencontre aussi des habitants. Et donc, par rapport à ce qui est proposé, notamment, si vous voulez, la DGF, ça me semblait utile d'avoir ça en tête pour dire Boudreau, que peut-être je ça vous dis peut... pas le contraire. Excusez-moi, monsieur le maire. C'est une Je possibilité. ne vous coupe pas la parole, je ne vous l'ai pas donnée. Donc je ne peux pas vous la couper. Allez-y, Tout à madame fait. Boudreau. Non, mais c'est une possibilité de pouvoir, effectivement, dans l'avenir, regarder quels étaient les moyens financiers qu'on aurait pu obtenir. Et bien, j'y verrai. Comme je sais que vous rencontrez souvent des habitants, je tenais à vous donner les informations les plus exactes possibles pour qu'il n'y ait pas des bruits qui courent, c'était rien d'autre. De toute façon, si cette petite bonne nouvelle, elle ne pourrait entrer en application qu'une fois les travaux faits, c'est-à-dire au minimum en 2026. Espérons qu'on aura effectivement l'occasion d'en parler en 2026. Ensuite, vous ne voulez pas des emplois supprimés dans les communes en état, mais attendez, c'est le maire qui est responsable du personnel. Vous votez en conseil municipal les créations et les suppressions. Tout ça me semble effectivement un élément. Vous, le plus important, je me tourne vers vous. Voulez-vous m'indiquer, puisque le nombre d'emplois a baissé dans la commune, quels sont les services à la population qui ont été supprimés ces derniers temps? Vous avez la parole. Vous vous méprenez, monsieur. Je ne vous ai pas dit. Je reprends uniquement ce qui est dit. Je reprends uniquement ce qui est dit dans les prévisions. Et dans les prévisions, il est prévu une anticipation. Donc c'est bien pour l'année 2025. Donc ma question, elle est sur quelles sont les anticipations prévues, puisque vous êtes effectivement l'employeur. Voilà. Vous connaissez mieux que moi ce que vous avez prévu pour 2025. Tout va dépendre déjà des mouvements du personnel. Moi, je peux savoir ceux qui vont partir à la retraite, je ne sais pas ceux qui vont souhaiter exercer leur talent dans d'autres collectivités. Je reconnais aussi que si on fait l'essai de partir, puis après ils sont revenus, parce que tout compte fait bien à Saint-Paul, c'est peut-être comme ça a toujours été une terre d'accueil. Bien. Après, pour le reste, quand quelqu'un part, plutôt bien que si quelqu'un part dans un service administratif, c'est pas tout à fait pareil que si c'est quelqu'un des services techniques qui s'en va. Et vous êtes suffisamment expérimenté dans le monde du travail pour savoir que parfois, celui qui veut partir, c'est celui que vous devriez bien garder, et celui que vous ne voulez pas garder, il ne veut jamais partir. Alors, une fois qu'on a tout ça, on essaye, avec comme boussole, de ne pas supprimer de services à la population, sans augmenter les coûts. Vous doutez bien que c'est quand même maintenant de la dentelle. Car l'augmentation à CRACL, là, il va falloir, comme ça, la louche, c'est deux postes. C'est deux postes. Donc il va falloir effectivement, effectif constant, sans toucher au service, faire comme si on avait deux postes en moins. L'exercice commence effectivement à devenir très très compliqué. Je vous le dis, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis fier de vous présenter le mois prochain, le 31 mars, mais vous le savez car les publications municipales l'indiquent, un budget effectivement où on aura des frais de personnel qui baissent sans porter atteinte au service à la population. J'attends avec impatience les votes des budgets dans toutes les collectivités de France et de Navarre pour voir toutes celles qui arriveront à cet exercice d'équilibre. J'ai répondu, je crois, à l'ensemble de vos questions. Si j'en ai oublié une, veuillez me la reposer que je puisse y répondre. Donc, comme c'est un débat d'orientation, ça veut dire qu'il y a des orientations qui sont prévues, et notamment celle-ci. Donc on va attendre quelles sont les décisions que vous prendrez par après, puisque pour l'instant c'est une orientation, et une orientation qui va dans le sens d'une anticipation sur des départs non remplacés. C'est une manière un peu brutale de résumer les choses, mais moi je me moque du nombre de personnes je m'en moque. Faciliter le langage. Mon but, et c'est le but du groupe majoritaire, essayons de maintenir le plus longtemps possible tous les services à la population sous la forme qu'ils ont. Je crois que quelqu'un d'objectif, je suis sûr que vous savez l'être, effectivement reconnaissent que pour une commune de la taille de la nôtre, nous avons comme un nombre de services qui sont plutôt dans la fourchette haute que dans la fourchette basse. Non ? Bon, eh bien essayons de maintenir ce haut niveau de service.
Ça sera déjà pas mal. Enfin, moi, en tant que maire, je considère que j'ai pas mal fait mon travail. Ben, je sais pas, vous jouez avec vos doigts et moi je joue avec les miens. J'attendais que vous la demandiez. Qui souhaite prendre la parole? Mais vous, Mme Bouteau, c'est jamais terminé. Allez-y. Non, parce qu'on était par la suite sur les dépenses d'investissement. Je ne vous avais pas coupé la parole. Je vous avais dit on va se mettre d'accord sur le fonctionnement de l'investissement. Absolument. Je signale, effectivement, on a effectivement des Villaçoises et des Villaçois qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ils doivent dire devant leur écran, mais qu'est-ce que c'est triste, le conseil municipal de Villars-Saint-Paul. L'équipe du maire, elle est là au garde-vous, elle ne dit rien. Tout est bien. Je m'adresse à la fois à la minorité, mais aussi aux centaines de Villarçois qui nous suivent. Tout cela a été débattu, bien évidemment, en groupe majoritaire ces derniers temps. Et là, on traduit en public les débats qui ont lieu dans les semaines précédentes, même depuis des semaines, sur les orientations budgétaires 2025. Donc, nous ne sommes pas ici au Soviet suprême où je vois le petit Poutine Villarçois, effectivement, qui décide de tout sans rien demander. Hein. Je traduis à ma manière, effectivement, le résultat des débats qu'il y a eu dans le groupe majoritaire, comme à chaque conseil municipal. Madame Bouteau a la parole pour féliciter la majorité du magnifique programme d'investissement qui est prévu. Allez-y, Madame Bouteau. Alors, il y a un certain nombre de travaux et de réaménagements qui sont prévus. Il y a la Renardière et la Cavée des Renards. Et puis la réflexion de la voirie du lotissement des Coteaux. Et ça, c'est dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement. Et il est par ailleurs présenté des travaux de raccordement des bâtiments communaux au chauffage urbain. Donc ça, c'est le fait qu'on ait un raccordement au chauffage urbain, c'est bien, parce que ça permet aussi de faire un certain nombre d'économies. Et nous nous sommes posé la question d'une anticipation au niveau de la commune pour développer le raccordement au chauffage urbain dans d'autres quartiers, et notamment lors de travaux de rénovation de voirie, et d'étudier la faisabilité dans le passage des gaines, de voir quelles sont les possibilités d'intégrer un certain nombre de gaines dans les travaux pour pouvoir prévoir plus tard une extension du chauffage urbain. Voilà. Donc ça, c'était une question sur la faisabilité dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement. Et puis, toujours dans ce cas du plan pluriannuel d'investissement, ce n'est pas la première fois que nous en parlons, mais de revoir ou la construction ou la rénovation de bâtiments existants, tels qu'on a la grande maison qu'on a rachetée dernièrement, là, pour répondre à des besoins de logement de personnes qui souhaitent quitter leur logement trop grand. Elles ne le peuvent pas parce que si elles quittent actuellement leur logement trop grand pour un plus petit, elles paieront exactement le même prix au niveau du logement, donc c'est quasiment impossible pour ces personnes-là, ou des personnes âgées qui n'ont plus les moyens d'assurer l'entretien de leur patrimoine, qui veulent rester à domicile, et ça peut être aussi une alternative à l'EHPAD. Je vous réponds sur ces deux points. Bon, le premier, bien évidemment, là, M. Descocheux, pour des raisons familiales, ne peut pas être parmi nous, mais évidemment, le tour a été fait avec aussi le SMDO sur tous les bâtiments qui pouvaient être accordés au chauffage urbain. Donc nous aurons effectivement des écoles, hein, je me tourne vers Isabelle, effectivement, et aussi des contraintes techniques. Hein. Tout a été relevé effectivement avec les techniciens du SMDO, qui d'ailleurs nous aident et qui sont un partenaire qui répond présent et qui ont commencé les travaux bien plus tôt que prévu pour le raccordement des cités au chauffage urbain. Donc tout cela est listé. Je n'en parle pas trop pour l'instant dans le LOB, car ça sera l'objet des années qui viennent. Et il faudra voir en fonction effectivement là aussi des aides de l'État. Mais on ne pourra pas tout raccorder effectivement à ce chauffage urbain. Il y a des contraintes techniques effectivement qui sont absolument incontournables. Je pense qu'on pourra raccorder la Renardière jusqu'au 17 avenue de la Renardière. Après, on ne pourra plus effectivement raccorder. Vous habitez où, Madame Bouteau? On s'arrête au 15 ou au 17, mais on aura bien sûr fait avant
la Caverne-Arnard où habite M. Zemmour. Alors je plaisante, hein. Il y a aussi des contraintes techniques qui sont absolument incontournables. On va essayer au maximum. On va essayer d'éviter au maximum, mais vous voyez bien, la rue Mortefontaine actuellement est un bel exemple. On fait des travaux, après il faut en refaire d'autres, effectivement. Parfois les riverains se demandent, hein. Mais un exemple, si dans la Caverne-Arnard, quelqu'un souhaitait se raccorder au gaz, je l'invite à prendre contact très rapidement avec les services concernés. Bien. Il n'y a rien de pire, effectivement, mais on n'est pas toujours les maîtres de cela. Hein. On fait une magnifique chaussée, après, un concessionnaire découvre qu'il faut qu'il repasse un an après. On l'avait fait pour la rue Aristide-Briand, on avait dit aux habitants, attention, on refait la chaussée, on refait la route, mais après, ne venez pas demander dans l'année qui suit un branchement, effectivement, électrique ou chauffage au gaz. Dans les 5 ans, je crois. Oui, mais si la maison est vendue au bout d'un an, et que le nouveau propriétaire vous dit « Monsieur le maire, je vois bien, c'est raccordé au gaz », c'est très compliqué de dire non. Par contre, maintenant, pour le contribuable qui passe, et qui, c'est pas possible, ils ont fait la voirie, mais que ça demande incapable. Donc, dans ce cas-là, je dis que c'est pas moi, je dis que c'est l'adjoint ou l'adjointe aux travaux. Hein. Bon, ils ne pouvaient pas prévoir ça avant. Effectivement, c'est insupportable, mais il y a souvent des raisons qui sont liées plus aux concessionnaires qu'aux décisions, on va dire, municipales. Et après, on a la possibilité de se raccorder au chauffage urbain sur le SM1, sur l'incinérateur. C'est évident que c'est compliqué de dire non, même si la voirie a été refaite depuis peu de temps. Sur votre deuxième intervention, qui pour une fois rejoint les préoccupations de la municipalité, j'ai préempté 2 pavillons, on va dire, vers la place du 19 mars. Pour le premier, enfin, je dois pouvoir signer une nouvelle fois devant le notaire dans les prochaines semaines. Le juge, car on était devant le juge, j'essaie de ne pas citer de nom, mais tout le monde comprend, un héritier de sexe féminin, donc c'est plutôt une héritière, refusait effectivement, pour embêter les autres, de signer. Le juge s'est prononcé une fois, ça n'a pas été, il s'est prononcé une deuxième fois, j'ai un rendez-vous chez le notaire dans peu de temps. J'espère enfin avoir les clés. Car tant qu'on n'a pas, effectivement, fini les actes, le notaire ne vous donne pas les clés. Deuxième maison. Là, la procédure est en cours, ça devrait être signé dans les prochaines semaines, car il n'y a pas de soucis entre les différents héritiers. Et après, on aura, effectivement, en centre-ville, le terme est peut-être un peu exagéré, une surface permettant de réfléchir, mais ce sera l'objet du programme 2026-2032. Effectivement, que fait-on effectivement de cet espace ? Je suis heureux de voir que vous rejoignez ce que j'avais en tête. Il faudra certainement se pencher sur un équipement en direction des personnes âgées. Et une fois que j'ai dit ça, il y a 1000 solutions différentes. Ce sera un débat, je pense, qui apparaîtra dans la campagne des municipales l'année prochaine. Bien. J'ai répondu à vos questions, je pense. Hein, c'est bon ? Je dis absolument, monsieur. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Plus d'autres interventions ? Allez-y, madame Massin. Oui, madame Rose Massin. Merci. Concernant le réseau de chauffage urbain, on ne pourra pas de toute façon, même si on en avait la volonté, on peut toujours y réfléchir, mais après, il y a vraiment techniquement, il n'y a pas assez de réseau de chaleur, puisqu'ils vont aussi ensuite aller sur Creil, donc de toute façon, et puis on a cette chance aussi grâce au SMDO, c'est les kilomètres de tuyaux, ils sont à leur charge, hein. Parce que si nous décidons à un moment de raccorder, imaginons Brassens par exemple, hein, ou le PIT, oui, les kilomètres de tuyaux, là ça serait à notre charge et ce ne serait pas le même cinéma. Donc on a cette chance-là d'avoir eu l'opportunité avec le SMDO de travailler en partenariat avec eux. Mais de toute façon, après, techniquement, c'est impossible pour le moment. Mais de toute façon, avec la troisième ligne, on n'aura pas plus de... la chaleur sera utilisée après sur Creil et partout. Donc, il ne faut pas, à mon avis, se précipiter parce que techniquement, je pense que c'est impossible.
Non, j'avais pas dit, mais il est évident, effectivement, les coûts de raccordement, effectivement, actuellement, vers le parc social sont à la charge des SNDO du bailleur et la commune, entre guillemets, ne dépense pas un euro. Finalement, quand on raccordera des bâtiments communs, bien évidemment, que le coût sera supporté par la commune. Hein. Intervention? Je n'en vois pas. Donc là, vous prenez acte que le DOB a eu lieu, hein, puisqu'il n'y a pas de vote. Hein. Le DOB n'est pas suivi d'un vote. Le vote aura lieu, je répète, le 31 mars, lors du vote du budget, où on retrouvera bien évidemment quasiment toutes ces données, en espérant avoir à ce moment-là toutes les dotations de l'État. Ça sera, je l'espère au moins, rassurant, je l'espère, car je me méfie effectivement de l'État. Bien. Ordre du jour, ensuite, nous avons un avenant à la convention portant sur l'organisation d'un relais petite enfance multicommunal. La parole est à Madame Rose Massin. Oui, sachant que les communes de Montataire-Saint-Maximin et Villers-Saint-Paul qui disposent toutes les trois de structures dédiées au secteur de la petite enfance, et ces trois communes avaient le désir de mettre en commun leur expérience et d'organiser avec les communes de Tiverny, Saint-Valais-Mélo et Cramoisy un travail collaboratif autour d'un tel relais. Donc cet avenant est pour signifier que la ville de Montataire, qui porte le projet et qui perçoit donc la prestation de la CAF, va reverser une partie de cette somme à la ville de Saint-Maximin pour la mise à disposition d'un de leurs agents, tout simplement. Voilà. Donc je propose au conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'avenant de la convention portant sur l'organisation d'un relais petite enfance multicommunal. Pas de remettre de questions, on a déjà parlé, effectivement, c'est un beau projet qui fonctionne en intercommunalité. Une nouvelle fois, Villers-Saint-Paul, on est un des acteurs. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. Maintenant, attribution de subvention coopérative scolaire, Madame Rose Massin. Oui, donc je vous propose d'attribuer une subvention aux coopératives des différents groupes scolaires à hauteur de 15 € par élève. Donc ça représente un total général de 11 910 € pour tous les groupes maternels et élémentaires. Bien. Là aussi, c'est traditionnel, pas de remarques, de questions, d'abstention. Bien, je vous remercie. Et avec son côté dépensier, Madame Rose Massin, maintenant, nous attribue des subventions aux coopératives scolaires pour les projets culturels et ou environnementaux. Ça, on a l'habitude, hein. En accord avec les équipes enseignantes, il y a plus de 20 ans, nous avons décidé d'attribuer une subvention à chaque école de la commune sur présentation de projets culturels ou environnementaux, en remplacement des interventions musicales dans chaque classe qui ne satisfaisaient plus personne, que ce soit les enseignants ou la mairie. Donc ces différents projets sont précieux pour les élèves viersois qui ont ainsi la possibilité de découvrir le monde qui les entoure et de s'ouvrir à la culture et aux différents défis environnementaux auxquels ils seront confrontés. Donc les directions d'établissements scolaires ont présenté les projets culturels et les demandes ont été étudiées en commission enfance, petite enfance, et donc il y a un montant de 17 000 €. Alors je vais vous donner le détail. 2 000 € pour la maternelle Boudou, 2 500 € pour la maternelle Moulin, 2 500 € pour la maternelle Rostand, 4 000 € pour l'élémentaire Constant Boudou et 6 000 € pour l'élémentaire Jean Moulin. Et je vous rappelle que l'élémentaire Rostand Syntex n'a pas souhaité faire de demande cette année au regard de la somme qu'on leur avait allouée l'an dernier et qui leur a permis d'emmener plus de 200 élèves en séjour sportif d'une semaine en Normandie. Et ils ont dit que cette année, ils faisaient l'impasse et qu'ils préféraient laisser leur part pour les autres. Voilà. Donc je vous propose d'attribuer une subvention aux coopératives scolaires suivantes. Personne n'a d'inconvénient à ce que nos enfants découvrent, entre parenthèses, la culture et l'environnement aux zoo d'Amiens ou au Futuroscope. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la dernière délibération sur le régime indemnitaire de la filière police. La sous-préfète nous a demandé de revoir cette délibération car dans son article 5, elle indiquait que les policiers municipaux de Villers-Saint-Paul allaient gagner plus que les policiers municipaux, effectivement, payés par l'État. Donc vous savez bien que jamais un fonctionnaire, on va dire, d'une commune ne peut toucher plus, à grade égal et conditions égales, qu'un fonctionnaire de l'État. Donc nous reprenons pour ce mot, effectivement, cette délibération sur le régime indemnitaire de la filière police.
Il n'y a pas d'autre raison. Les avis contre, les abstentions. Je vous remercie. Vous avez eu ensuite, vous avez pu le lire, le rapport d'activité de l'AXO 2023. On l'avait déjà vu un peu en détail quand on avait fait les transports et on va dire les ordures ménagères en détail, puisque nous sommes, Isabelle et moi, à l'AXO, en charge de ces deux dossiers. Pour le reste, c'est un document, évidemment, qui retrace ce qui s'est passé voici maintenant plus d'1 an. Il était à votre disposition toutes ces dernières semaines. Donc, vous prenez acte que vous l'avez bien eu. Ensuite, il y a mon rapport de délibération, de délégation de pouvoir du maire. Pas de questions, pas de remarques. À chaque fois, ce sont des décisions d'un montant, on va dire, peu élevé. Termination, enfin ça, il faut signer effectivement un papier de facture sur le pain pour la restauration scolaire. Le pain, c'est 15 000 euros par an. Le transport de nos enfants à la piscine, c'est 17 000 euros par an. Ce sont les petites dépenses comme ça glissées dans les budgets qui veulent sembler, ça devient naturel. Et au bout du compte, ça fait des dépenses relativement élevées. Mais enfin, tout ça, là aussi, c'est dans les services rendus à la population et aux plus jeunes en l'occurrence. Madame Boutreau. Et par rapport à la prise en charge d'une dette de loyer relative à la location d'un bâtiment, il a eu des problèmes dans son entreprise, il n'a pas pu honorer ses... Comme ça, vous l'avez déjà fait, vous avez vu effectivement comme il y a eu une fois un commerçant de la commune qui est dans un bâtiment communal qui a vu des difficultés suite à la reprise de l'activité après le Covid, si j'ose dire, eh bien, on lui a fait cadeau d'un mois de loyer. Lorsque, effectivement, dans les professions médicales ou paramédicales, quelqu'un lance son activité pendant quelques mois, effectivement, on met un loyer peu élevé de façon à voir si l'activité prend forme pour ne pas, on va dire, tuer dans l'œuf, effectivement, un service à la population. Voilà, c'est rien d'autre. C'est le bâtiment qui est là-bas, l'ancien Masboeuf, appelé démoli quand la 2x2 voies reprendre. J'ai rencontré le département. Il semblerait que la mise à 2x2 voies reparte plus tôt que ce qui était prévu initialement. Il semblerait. Et là aussi, il faut attendre le vote de leur budget. Je vois la première, puis pas j'arrête, le premier signe sera l'abattage des peupliers. Évidemment, j'attends quelques mouvements dans la commune. Mais tout ça est soumis à autorisation préfectorale ou ainsi de suite, mais ça sera effectivement le top départ. Pour le reste, il semblerait, tout au moins entre les deux giratoires, que effectivement le département veuille accélérer ces travaux. Je ferai bien sûr à ce moment-là une réunion publique, car le gros problème là-dedans, qui coûte effectivement près de 3 millions, c'est la passerelle. Le chantier est estimé de mémoire environ 10 millions en journée, dont 3 millions de passerelles. Car effectivement, avec les normes handicapées, que je respecte profondément, vous savez bien que c'est une passerelle qui est relativement longue. Mais tout cela sera l'objet dès qu'on aura des informations plus précises du département, j'espère. Dans les prochains mois, il y aura bien sûr une réunion d'information en direction de l'ensemble de la population. Je vois plus de questions, je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous le 31 mars. Merci.